Mounir Benslima, Richard Skeven, le match des invités. Alors c'est pas un match frontal, encore une fois, parce on que se connaît bien. Exactement. L'idée, le match des invités, c'est que chaque sociétaire va vous poser une question. Vous allez, Richard Skeven, dans quelques instants, poser une question à Mounir Benslima et lui-même vous en posera une. Mais d'abord, quelques questions pour vous, Mounir Benslima. Je le disais tout à l'heure en introduction, on vous avait pas vu depuis un an et on voulait prendre de vos nouvelles. On est très heureux de vous avoir ici dans l'émission ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous aiment beaucoup, ceux qui vous suivent et ceux qui sont proches de vous? Que je vais très bien. C'est vrai que j'ai eu un petit souci de santé en fin d'année. J'ai bien récupéré et aujourd'hui je me sens en forme et donc vous avez l'air en forme. Voilà, je suis prêt à repartir et je suis déjà reparti au combat. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que en réalité, votre service aujourd'hui à Nîmes a connu un accroissement durant l'année 2023. Comment on l'explique, Mounir? Alors d'abord, l'accroissement, c'est pas que 2023. Enfin, le service est créé depuis 2012 et on a eu une expansion régulière et surtout depuis 2019. Avec 2020 ou l'année du Covid où comme tous les autres services on a été impacté, mais depuis c'est vrai qu'on a une progression exponentielle parce qu'on est sollicité. On a quand même mon service quand même traite 7 tribunaux: Nîmes, Alès, Carpentras, Avignon, Tarascon, Mende et Privas. Donc c'est quand même c'est un ressort qui est très large. Voilà. Et puis on intervient pour tout ce qui est thanatologie sur le département du Gard, qui est quand même assez loin. Ça va du Gros-du-Roi jusqu'au Vigan et Bagnols-sur-Cèze, ou même pour Saint-Esprit. Et donc ce qui fait que on a une activité croissante. D'ailleurs, la direction de l'hôpital a accepté l'embauche de nouveaux médecins légistes qui arrivera de Nantes le 1er juillet. Donc, très bien, c'est une bonne nouvelle pour votre service. Vous avez combien aujourd'hui de collaborateurs à vos côtés? Parce qu'on m'a rappelé que vous êtes chef du service de l'unité de médecine légale au CHU de Nîmes. On est 5 médecins et 6 à partir du 1er juillet. La réalité aussi de cet accroissement, alors pas depuis 2023 qui dure depuis quelques années, c'est aussi parce que les tribunaux font de plus en plus appel à vous, à vos services. Pourquoi? Parce que malheureusement il y a plus d'affaires. Là on a parlé un peu du volet thanatologique, mais il y a aussi le volet victime, parce qu'un médecin légiste, contrairement à ce qui se dit, à l'idée perçue, c'est le médecin de la mort. C'est pas vrai. On fait 2/3, donc 70% de notre activité est consacrée aux vivants. Donc nous voyons toutes sortes de victimes et donc dans le service on peut recevoir des victimes d'accidents, d'agressions, des victimes à caractère sexuel. Donc on a une activité exponentielle. Et puis dans d'autres départements, il n'y a pas forcément un service de médecine légale, donc on est aussi sollicité. L'Ardèche par exemple, la Lozère nous sollicitent, donc on a une activité beaucoup plus importante. Oui, parce que moi j'ai eu la chance de visiter votre service à vos côtés, et il y a quelque chose qui m'a surpris la première fois, c'est que vous avez une pièce qui est consacrée aux enfants. Parce que vous avez des enfants aussi qui viennent dans votre service. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que ça, j'imagine que ceux qui nous regardent, ceux qui vont regarder l'émission dans les prochains jours, peut-être ne le savent pas. Oui, alors il n'y a que 20 CHU en France qui sont pourvus, qui ont cette pièce qu'on appelle, à Nîmes, elle s'appelle la salle Mélanie, parce que la première enfant victime s'appelait Mélanie. Et par exemple, le CHU de Montpellier vient juste d'être équipé de la même salle, alors que nous, on a cette salle. Ça fait des années. Une dizaine d'années. Alors cette salle a l'avantage de faire une audition filmée de l'enfant, en présence des OPJ, en présence du psychologue, avec un examen clinique s'il le fallait après. Ce qui fait, ça permet à l'enfant de ne pas être auditionné à plusieurs reprises par l'OPJ, par le juge, par le procureur. Donc on a fait une seule audition qui va être filmée, qui va être conservée en CD, et donc ça permet, on fait économiser à l'enfant un stress supplémentaire. Et donc c'est une salle qui est fonctionnelle depuis une dizaine d'années et qui rend pas mal de services. Parce qu'on parle effectivement de cette salle qui est dédiée pour les enfants, mais en fait l'ensemble de votre activité souvent est décrite comme anxiogène, sur un métier difficile, mais en réalité pour les tribunaux elle est déterminante aujourd'hui. Oui, les tribunaux sollicitent de plus en plus l'avis des experts, on reste quand même des experts. Et pas c'est pourquoi c'est non pas que dans notre domaine, dans d'autres domaines aussi. C'est pour le correspondre par rapport aux victimes ou par rapport aux auteurs? Je pense que oui, et puis pour avoir le magistrat, qu'il soit parquetier ou juge du siège, il va avoir besoin de l'avis de l'expert. Et donc dans un dossier par exemple d'agression, il va avoir besoin de l'avis du médecin, de déterminer par exemple l'unité, qui est une notion importante,
qui va déterminer la juridiction qui va juger. Est-ce que c'est le tribunal de police? Est-ce que c'est le tribunal correctionnel? Tout ça, c'est le travail du légiste. Et après, une fois le volet pénal est terminé, et aussi le volet civil, le volet d'indemnisation. Donc là aussi, on intervient après pour expertiser et pour évaluer les préjudices. Donc c'est un travail qui est en fait quotidien et régulier. Parce que ce travail d'expertise, il fait appel aussi à la technologie, et en fait le numérique, la technologie, elle a évolué. Il y a la notion d'ADN également qui a révolutionné votre métier. Oui, tout à fait. L'ADN, nous on travaille beaucoup avec le professeur de Tromopige de Montpellier, qui est le père de l'ADN en France, mais depuis il y a d'autres laboratoires qui se sont montés. Tromopige, Mounir, c'est Bordeaux. Oui, c'est Bordeaux, j'ai dit quoi? Montpellier. Non, c'est Bordeaux. Ouais. C'est un ami Christian de Tromopige, je le connais bien, je sais qu'il est à Bordeaux. Et d'ailleurs, si je lui passe bien le bonjour. Je sais qu'il s'intéresse aux gares. Et donc, oui, l'ADN a transformé notre métier et a transformé même les enquêtes, parce qu'aujourd'hui, l'ADN est présent de partout. Ouais. En deux mots également sur les moyens, vous venez d'en parler il y a quelques instants, il y a un médecin supplémentaire qui va arriver dans quelques semaines maintenant dans votre service, mais quand même on entend que le système de santé en France va pas bien. Vous qui êtes au cœur du CHU de Nîmes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Mounir Benslima, par rapport à ça? Est-ce que vos amis médecins avec qui vous partagez des déjeuners, des réflexions, des réunions, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation du CHU de Nîmes de l'intérieur? Alors écoutez, pour le CHU de Nîmes, pour l'avoir à la fois vécu en tant que chef de service, mais aussi en tant que malade. Moi, j'étais en néphrologie pendant 3 semaines, j'étais très bien traité. C'est un CHU qui fonctionne très bien. Je dirais que c'est un CHU à taille humaine. J'ai pas d'écho, j'ai plutôt des échos positifs de notre CHU. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que maintenant, pour se soigner, notamment en ville, pour trouver un médecin généraliste, c'est très difficile. Pour faire des examens, il faut téléphoner, il faut insister, il faut attendre aussi. Donc, si vous voulez, ça c'est le système de saturation du système de santé français. Il n'est pas que sur Nîmes, il est partout, partout dans l'Hexagone. Hein. Je disais tout à l'heure, vous êtes du coup un médecin légiste qui est connu, bien évidemment, ici à Nîmes, mais en fait on vous fait intervenir partout en France, en tout cas dans de nombreuses régions. Je crois que demain vous partez en Corse. Pourquoi vous êtes sollicité? C'est parce que vous êtes l'un des derniers médecins légistes avec une telle expertise, une telle expérience? Enfin, je n'interviens pas partout. J'interviens à Nîmes et dans le site des 7 tribunaux que j'ai cités, et j'interviens sur Ajaccio parce que malheureusement j'ai vécu un drame dans ma vie. J'ai perdu un fils d'un accident de ski en 2014, donc qui est enterré sur Ajaccio. Et comme ils n'ont pas de médecin légiste, j'accepte volontiers à la fois d'aller rendre service, de faire les autopsies sur Ajaccio, et puis ça m'a permis aussi d'aller sur la tombe de mon fils. On vous sollicite quand même à la télévision au niveau national, notamment par exemple sur l'affaire du petit Émile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors sur l'affaire du petit Émile, j'ai été sollicité par les médias nationaux. Effectivement, j'ai fait un direct sur France Info TV, et puis j'ai participé aussi au journal de France 2 sur, non pas l'affaire elle-même parce que je ne la connais pas, mais sur le travail du légiste, et notamment lors de la découverte du crâne du petit Émile. Donc j'ai expliqué le travail des légistes qui consiste à examiner le crâne, voir si il présente un impact. Ça peut être un impact balistique, ça peut être un impact d'un couteau, ça peut être aussi l'action d'un prédateur, parce que un crâne qui est trouvé à l'extérieur, moi j'ai souvenir sur Nîmes, je crois que Richard était au commissariat à l'époque, d'un propriétaire de chien qui a vu son berger allemand lui ramener un crâne, et on a été appelé pour c'était sur l'entour de Sommières, je crois. Voilà, c'est ça. Oui, donc c'est quelque chose qui peut arriver. Donc le travail du légiste, justement, c'est d'examiner l'aspect du crâne, et après aussi de travailler, de faire la dissection. C'est quand même une autopsie, voir comment il est. Est-ce que le crâne... Oui, parce que c'est une affaire qui a bouleversé la France. Oui, tout à fait. Cette histoire-là. Et en même temps, on a besoin de médecins comme vous pour essayer de mettre une situation, une analyse. On a des indices qu'on peut trouver quand on a une certaine expérience de ce métier. Sur un crâne, on peut trouver d'abord à l'examen direct, et puis après, pourquoi pas des examens complémentaires. On peut même faire un scanner à un crâne. Allez, on va donner la parole aux sociétaires, et ensuite Richard Skiven aura une question pour vous. Catherine, votre question à Mounir Benslima. Oui, c'est très intéressant là, ce qu'il nous raconte depuis tout à l'heure. Hein.
Oui, je voudrais savoir, parce que je connais mal un service de médecine légale. Vous avez parlé des enfants tout à l'heure que vous recevez dans une pièce spéciale. Est-ce que vous chargez, au-delà de l'évaluation des atteintes physiques sur un corps, est-ce que vous chargez aussi des atteintes psychologiques ? Oui, tout à fait. Mon service dispose de la présence de 2 psychologues. Donc tout à l'heure, je le disais, quand on a fait l'enregistrement, il y a la présence des OPJ, mais il y a la psychologue qui est présente aussi, donc qui assiste à tout l'entretien. Et après, donc, si l'OPJ souhaite un examen clinique, donc après, c'est le médecin légiste qui va intervenir, et peut-être même un psychologue par la suite. Donc la présence de la psychologue est fondamentale. Et puis je dirais même que dans notre service, même dans une agression qui n'est pas à caractère sexuel, on propose aux personnes agressées de venir consulter gratuitement. Au départ, on avait 3 consultations par personne et aujourd'hui, on ne les a même pas limitées. Donc, c'est un travail qui est très apprécié et qui est fait régulièrement par des psychologues très spécialisés qui font que ça. Laurence, votre question à Mounir Benslima. Alors, ma question, ça va être, en 20 ans, qu'est-ce qui a changé dans la médecine légale ? Est-ce que, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait 70% d'examens qui étaient faits justement pour de la violence, pour beaucoup de choses, pour savoir des degrés d'incapacité, tout ça. Mais est-ce que ça a changé depuis 20 ans ou vous vous rendez compte qu'il y a une évolution qui fait peur, quoi ? Alors, sur les 70%, c'est les 70% de l'activité du légiste. Oui. C'est-à-dire un légiste, il va faire 70% pour les vivants et à peu près 30% pour les morts. Je dirais, ce qui m'a frappé, moi, en 20 ans d'exercice, en plus de ça, parce que ça fait quand même 35 ans que je fais ce métier, mais ce qui m'a frappé au cours des 20 dernières années, c'est incontestablement les progrès de l'ADN. Vraiment, l'ADN a révolutionné le travail et on le voit nous-mêmes, on nous sollicite tout le temps, on fait beaucoup de prélèvements qu'avant. Moi, j'ai en tête la petite Océane de Bellegarde qu'on a trouvée un dimanche matin qui a été mortellement agressée. Sur place, j'avais fait 38 prélèvements et le lundi, c'était un dimanche, et le lundi, grâce aux 38 prélèvements, on avait l'ADN du meurtrier, qui était un ami de la famille et qui n'avait pas l'intention de se dénoncer, mais quand il a su que le procureur de la République de l'époque, Robert Gillet, avait dit qu'il allait prélever tout le monde, il a tapé à la porte de la gendarmerie, il a dit c'est moi. Donc vous voyez quand même, le travail, l'ADN, c'est quelque chose qui a... Et avec l'intelligence artificielle, votre métier risque d'être modifié ou pas ? Écoutez, déjà, moi je me sers de l'intelligence humaine. Voilà. Il y en a beaucoup. L'intelligence artificielle, je ne la connais pas, je ne sais pas encore, voilà. Richard Scriven, votre question à Mounir Benslima. Mounir, que je connais depuis plus de 20 ans, dans le cadre de mes précédentes fonctions, j'ai eu l'occasion de le requérir par voie de réquisition, très, très souvent. Mais oui, parce que vous venez de la police nationale, on va rappeler pour ceux qui ne le savent pas. J'étais en investigation, j'étais chef d'unité en investigation. Et très souvent, je devais aller, parce que les procureurs ou les magistrats ou les juges d'instruction, quand j'avais un dossier, je devais aller assister à une autopsie que Mounir réalisait avec M. Matarès, d'Avignon. Alors ma question est la suivante, tu en as fait beaucoup. Est-ce que dans le cadre des autopsies que tu as réalisées, est-ce qu'il y en a une particulièrement qui t'a plus marqué que les autres ? Alors oui, bien entendu, moi je suis à peu près à 5000 autopsies. Alors, celle qui m'a marqué le plus, c'est l'affaire de la petite Océane quand même, parce que je rappelle qu'elle avait 8 ans, elle a été étranglée et elle a aussi eu des coups de couteau. Donc c'est quand même une affaire un peu pénible. Et puis la deuxième autopsie qui m'a marqué, c'est l'autopsie de Charles Aznavour. Charles Aznavour est décédé dans le coin. Et donc on avait fait l'autopsie non pas parce que c'était suspect, mais c'est parce que simplement la veille il y avait du monde chez lui et donc il fallait vite trouver les causes de la mort, parce que convoquer 8 personnes qui étaient chez lui, dont certaines personnes sont parties sur Paris, c'était pas possible. Et donc avec le procureur de Tarascon à l'époque, on avait décidé de faire l'autopsie. Et donc l'autopsie de Charles Aznavour, elle a été faite en demandant aux OPJ présents, parce que les OPJ viennent assister à l'autopsie, de ne pas parler, et on a mis la musique, la bohème du grand Charles, et on a travaillé en silence
en écoutant sa musique, en respectant le Grand Charles. Et on avait donc, après l'autopsie, donné les conclusions au procureur de la République qui avait fait sa conférence de presse. Voilà les deux autopsies qui m'ont... Voilà, c'est les deux autopsies qui m'ont vraiment... Mounir Ben Slimane, c'est le médecin légiste emblématique de la ville de Nîmes. Voilà. Et puis, bon, après, j'en ai d'autres, mais si je dois raconter tout, il va falloir non pas une heure, mais une journée. On le fera. Il faut écrire un livre. C'est prévu. Mounir Ben Slimane, c'est à vous. On switch. C'est à vous de poser une question à présent à Richard Scriven. Alors, moi, je voudrais demander à Richard, dans ses nouvelles fonctions d'adjoint à la sécurité, est-ce qu'il ne pense pas utile que la ville de Nîmes ouvre un poste de police en ville? Je crois que ça a été envisagé à un moment donné, mais ça a été abandonné. Non, c'est pas abandonné. C'est toujours dans les objectifs que le maire m'a fixé. Il est vrai que pour l'instant, le poste de police municipal, qui est considéré comme le centre-ville, c'est le poste Rangueil. Et on s'est aperçu qu'effectivement, ce poste Rangueil est très peu utilisé, notamment par le public. Alors ça veut dire qu'on a des policiers municipaux qui attendent le public et finalement, plutôt que d'être à l'extérieur et d'être vraiment très utile. Donc l'idée, effectivement, c'est de délocaliser ce poste de police. J'ai une idée là-dessus. Je travaille sur le sujet. Il faut que je donne ce projet au DGS, à Christophe Madal. Et on va voir. C'est vrai qu'il y a des bâtiments, notamment près de la place de l'Horloge, qui m'intéresseraient davantage. Avec une ouverture vers le centre-ville alors, ça m'intéresserait davantage. Oui, alors je pose cette question, elle n'est pas anodine, parce que moi j'ai souvenir d'avoir visité, quand j'étais médecin de prévention du ministère de l'Intérieur, donc j'allais au bureau de police de Val-de-Gour, et je trouvais que la présence de la police nationale au sein même de la ZUP, c'était quelque chose de très utile. Et la fermeture des bureaux de police, quelque part, c'est un peu abandonner aussi les quartiers, et donc je trouve que la création de bureaux de police, ça pourrait être quelque chose de positif et de bien vécu par la population. Tu as absolument raison. Et j'ai même connu le poste de police au Mas de Meng. Oui, tout à fait, moi aussi. Donc il y avait un poste de police à Mas de Meng. Et c'est vrai qu'avec la future ouverture du poste commun mutualisé, police nationale et municipale, sur Pissevel, donc on va délocaliser les effectifs de Val-de-Gour. Et ils vont être rapatriés donc, sur ce nouveau poste commun sur Pissevel. Donc très rapidement, à mon avis. Mais on ne sait plus la date. Est-ce que vous pouvez quand même rassurer la population? Parce qu'ils imaginaient que ça serait la fin de l'année. On a dit au mois de juin et on a l'impression maintenant qu'on nous dit que ça sera peut-être à l'automne. Non. C'est vrai qu'effectivement, les services municipaux et les services de l'État, on a mis un peu de temps à trouver un accord. Puisqu'il y a quand même un financement à réaliser, aussi bien de l'État que de la municipalité. Il a fallu trouver un local. Ce local appartenait à SPL Agathe. Il a fallu faire une convention entre la SPL Agathe et l'État. Donc c'était un peu compliqué. C'est pour ça que ça a pris énormément de retard. Et puis bon, les travaux qui sont en cours sont du ressort de l'État avec le SGAMI de Marseille. Donc voilà, ça c'est... Mais est-ce que vous pouvez donner une date? Alors j'ai pas de date, non. Ou c'est trop compliqué encore de donner une date? Non, je vais dire début juillet. Voilà. Donc fin juin, début juillet. Ah, c'est proche. Début juillet. Oui, donc ce sera avant l'été. Oui, avant le lancement de la saison estivale. Ça a été annoncé aussi donc, par voie de presse par monsieur le préfet. Voilà, donc il nous tarde effectivement que ce poste commun soit ouvert. Est-ce que celui de Val-de-Gour va être complètement fermé? Parce que c'est la question aussi que posent des habitants de Val-de-Gour. Oui, ça sera fermé. Pourquoi? Parce que ce soit la police nationale comme la police municipale, on n'a pas suffisamment d'effectifs pour occuper ces deux postes. Donc il fallait absolument que l'on... Et il n'y a pas le risque que vous retrouviez à Val-de-Gour avec les mêmes problèmes depuis ce moment? Non. Ça décale quoi? Non, je ne le crois pas. C'est déshabiller Paul pour habiller Jacques. Parce qu'en fait, ce commissariat commun, il est sur le secteur ouest. Donc le secteur ouest, ça comprend Val-de-Gour, Pissevel et également Saint-Césaire, où on a effectivement au niveau du Mas Roman, on a un petit poste de police municipale, mais il n'est absolument pas occupé. Là aussi, étant donné qu'en plus la municipalité n'est pas propriétaire, on paye un loyer pour rien. Donc je pense que ce poste commun, ce poste du Mas Roman, on va être en mesure de le fermer. Il y a quelques semaines. Sur Chemin Bas, il n'y a rien? Ah si, il y a un poste déjà au chemin d'Avignon, oui, au Carré Saint-Dominique. Au Carré Saint-Dominique, le poste est important. Il y a quelques semaines, le contrat de sécurité intégré a enfin été signé entre l'État et la ville de Nîmes. Oui. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Oui, je suis satisfait. Alors c'est vrai qu'on me pose régulièrement la question. Je pense que le maire est également satisfait, parce que si on ne l'avait pas été... vous ne l'auriez pas signé? On ne l'aurait pas signé. Donc on a mis un certain temps, 3 ans.
On a revu à plusieurs reprises la formulation des différentes thématiques. On est tombé d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y avait un contexte un peu particulier entre le maire de Nîmes et le ministre de l'Intérieur sur les apports de police nationaux. Bon, on est tombé d'accord, c'est l'essentiel. Et là, vous êtes sur quel accord? On est sur un accord où la police nationale... C'est compliqué parce que... Oui, on va peut-être pas redétailler. Ah, la sécurité. Non, mais puisqu'on est sur la sécurité. Le volume de sécurité au CSI est important. Donc il y a 6 volumes. Dans le... Oui, c'est pour ça, je parlais juste sécurité. Sécurité. Donc on s'est entendu que l'État remplaçait systématiquement les policiers qui partent à la retraite et en mutation. La police des transports. La police des transports, dans 12 policiers nationaux qui vont être affectés à l'issue des Jeux Olympiques. Le GIR, donc c'est très important. C'est vrai que là, il est implanté sur Nîmes, mais il manque effectivement de policiers, et notamment d'enquêteurs. Il y a peut-être oui. une promesse que vous aurez du mal à tenir. Laquelle? C'est le recrutement de 30 nouveaux policiers municipaux d'ici 2026. Parce que vous êtes quand même dans une complexité aujourd'hui, à la fois financière, parce que vous avez, en termes d'effectifs, une grande police municipale, je crois que c'est la deuxième de France, après Nice. Et puis la deuxième problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est une problématique de recrutement. Voilà. Et de formation. Mais on n'a pas tellement de problèmes pour recruter au niveau de Nîmes. Hein. Peut-être que d'autres communes ont des difficultés, et nous, on n'en a pas. Pourquoi? Parce que en janvier 2022, le maire a accepté d'augmenter les policiers municipaux, puisque fin 2020 et 2021, on a eu des policiers qui sont partis de Nîmes pour aller dans d'autres communes, notamment dans les petites communes, où on leur proposait de moins travailler, de gagner plus. Exactement, donc 200 ou 300 euros supplémentaires. Donc là, on est sur un calibre qui est très respectable, et c'est pour ça que ça nous permet de pérenniser les derniers recrutements, et bien au contraire, on a des policiers municipaux qui sont venus d'autres communes, et ils sont désormais sur Nîmes, et on est content de les avoir. Alors les 30 policiers, les objectifs que... Parce que ça c'est marqué dans les contrats de sécurité. Oui, mais les objectifs que le maire m'a donnés au début du mandat, c'était 30 policiers sur 6 ans. Mais on les a déjà dépassés. En 2022, on a recruté 27 policiers. En 2023, on en a recruté 17. Pourquoi? Parce qu'on a eu une déperdition qui était relativement importante. Mais on va recruter, à minima, 5 policiers par an jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire 2024, 2025, 2026. Donc, le quota qui m'était fixé, et qui est fixé, donc le contrat de sécurité intégré, il s'est largement dépassé. On parle des quartiers populaires de Nîmes qui ont connu, bien évidemment, ces derniers mois, de nombreuses difficultés sous fond de trafic de drogue. On en entend un peu moins parler à l'heure actuelle. On présume bien évidemment que rien n'est réglé à ce stade. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation à l'heure actuelle dans ces quartiers? Disons que dans ces quartiers, c'est très fluctuant. Pendant 15 jours ou 3 semaines, il ne va rien se passer. Et en une semaine, il va se passer à 2 ou 3 reprises des échanges de coups de feu, de la population qui va être apeurée parce qu'il y a des conflits entre les narcotrafiquants. Ce que je peux dire, c'est que heureusement que du mois de septembre 2023 jusqu'à mi-avril, on a eu ces unités de force mobile qui sont venues renforcer les effectifs locaux. Et il y a énormément de travail qui ont été réalisés. Ça, il faut le dire. Et des démantèlements. Et des démantèlements. Il y a pratiquement 50 personnes, donc issues de ces narcotrafics, qui sont derrière les barreaux. Depuis le début de l'année, c'est entre 25 et 30 personnes interpellées, des narcotrafiquants dans ces quartiers, qui sont également derrière les barreaux. Là-dessus, il faut réellement remercier la police nationale, le renfort que le ministre de l'Intérieur nous a donné dans ces quartiers. Mais la population était contente de voir ces policiers et ces gendarmes, ces unités de force mobile. Ça a rassuré. On a vraiment contrarié ces points de deal, ça il faut le dire. Mais il est évident que entre le travail qui a été réalisé et ce que perçoit la population, il y a un décalage. Pourquoi? Parce que les trafics de drogue, même s'ils ont été diminués, ils sont encore existants. Donc, parce qu'ils sont existants, parce que ce sont des lieux qui sont très lucratifs en termes de chiffre d'affaires. A été annoncé dernièrement, j'ai écouté Madame Cécile Jansac, procureure de la République, qui disait
40 ou 20 000 euros, je ne sais pas comment ça a été chiffré. Oui, mais notre invité la semaine dernière. Mais c'est vraiment très, très, très important, hein, c'est plus de 4 milliards d'euros rien qu'en 2023. Donc c'est très lucratif, d'où effectivement ces règlements de compte, avec parfois des personnes qui n'ont rien à voir avec ces trafiquants. Mounir Benslima, vous vouliez réagir? Moi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense quand même que le volet opérationnel, c'est bien, mais il faut le volet judiciaire. Il faut que derrière mettre du monde, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et on a Jessica également qui suit l'émission et qui dit qu'il faut aussi plus de médiateurs, probablement, dans les quartiers. Oui, c'est exact. Je pense que rien qu'au niveau du département et de la préfecture, il y a beaucoup de médiateurs qui travaillent dans les associations. Et d'ailleurs, un des volets du CSI, c'est aussi la prévention. Mais c'est exactement la prévention, tout à fait. Hein. Donc la prévention avec le CNSPD, c'est vrai qu'on a une action particulière dans le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance où on doit recruter. C'est vrai qu'on n'est pas très bon, mais enfin bon, effectivement, recruter des personnes au niveau de la médiation, c'est compliqué. Laurence, votre question à notre invité Richard Schiven. Écoutez, comment vous voyez la feria avec toute la pression que vous pouvez avoir aujourd'hui? Oui. Parce que vous avez dit qu'il y avait une pression sur, notamment sur, je ne trouve pas mes mots, mais sur Vigilance attentat. Oui. Merci, vigilance attentat. Donc aujourd'hui, comment vous gérez cette pression? Parce que j'ai l'impression que tous les ans, elle pèse de plus en plus. Oui, elle monte, donc il s'agit effectivement de la digérer. C'est vrai que quand la feria est terminée, je peux vous dire que c'est un grand souffle de soulagement. En amont. Après, en amont, mais écoutez, comme on dit... vous aurez le temps d'aller voir une corrida. Elle veut vous demander ça, Laurence. C'est ça. Est-ce que vous allez voir quand même une corrida ou deux? Oui, je vais essayer. Oui, donc, bien sûr, je vais essayer. Oui, mais surtout que j'aime bien les corridas. Donc, les ferias, il y en a 2 par an. C'est un des événements les plus importants sur le plan au niveau de l'Hexagone. Donc l'État, le ministre de l'Intérieur, est au courant de les difficultés que l'on peut rencontrer, puisque en 5 jours, plus d'1 million de personnes vont déambuler dans les rues de Nîmes, vont aller dans les festivités, vont aller voir les corridas. Donc c'est problématique. Après... comme ce que j'ai dit ce matin à l'auditorium du Carré d'Art devant les gérants de Bodega, j'ai pas une boule de cristal. Et pour dire, voilà, donc tel jour à telle heure, il va se passer un événement que l'on jugerait dramatique. Allez, Catherine. Mais j'espère pas. Vraiment, Catherine, votre question à Richard Schiven, pour terminer l'interview. Avant ma question, déjà une remarque. Voilà, je me réjouis de voir que Richard Schiven, élu adjoint à Jean-Paul Fournier, maire LR de Nîmes, apprécie l'action du gouvernement et de Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a mis les moyens qu'il fallait sur la ville de Nîmes. Vous n'auriez pas une ex-députée la majorité présidentielle, Catherine? Je trouve que c'est bien et c'est honnête de le dire, parce que sans les moyens de l'État et sans l'action du ministre de l'Intérieur, voilà, donc déjà je me réjouis de ça. Et ensuite, comme question, j'en ai pas vraiment de particulière à l'encontre de Richard. Et on peut féliciter quand même son action au niveau de la ville de Nîmes, parce que des événements comme la feria, eh bien, sans la sécurité, ça aura plus lieu un jour, et on perdrait énormément en moments festifs, moments convivial, intergénérationnels, qui attire voilà, une population qui vient de la France, de l'Europe entière. Donc voilà, il faut vraiment tenir au niveau de la sécurité pour que les gens viennent en confiance, et merci à vous. Peut-être on va dire un dernier mot, puisque Catherine n'a pas de questions. Moi, j'en ai toujours en réserve, ne vous inquiétez pas. J'en ai une sur l'hyperviseur, parce qu'on en a déjà parlé sur Objectif Gare, bien évidemment, mais c'est bien de rappeler à nos téléspectateurs quel est le projet que vous menez autour de ce centre de supervision à Nîmes. En fait, c'est un ensemble qui regroupe plusieurs entités liées à la sécurité. ESPADA, c'est-à-dire tous les risques d'inondation, la cellule de signalement des usagers, le PCPM, le CUVP. Alors pas trop d'acronymes parce que les gens vont pas comprendre. Hein. Donc le PCPM, c'est le poste de commandement de la police municipale. Exactement. Le CUVP, c'est le centre interurbain lié à la vidéo. Donc c'est une vraie efficacité aujourd'hui. Oui, c'est une vraie efficacité. Pourquoi? Parce que tous les services qui sont impliqués, il y a aussi la cellule de régulation du trafic. Lorsqu'il y a un événement particulier, il faut savoir qu'à l'hyperviseur, vous avez 75 mètres linéaires
d'écran pour 662 caméras de la ville de Nîmes et pour 1300 au niveau de l'agglo. Donc avec les opérateurs, inévitablement, quand ils perçoivent quelque chose de particulier sur les écrans, ils le répercutent à la fois dans les municipalités liées à l'agglo et à la fois au niveau donc, de la ville de Nîmes. Et demain, donc, l'intelligence artificielle également? Moi, j'y suis La pour. reconnaissance faciale. Alors, par contre, moi, j'y suis pour. mais bien évidemment. Après, pour l'instant, l'IA, l'intelligence artificielle et notamment la reconnaissance faciale, c'est proscrit en France et on ne peut pas Ça viendra. Ça viendra. Non, mais moi, je suis pour. Donc, bien évidemment, je suis pour. C'est bien noté. Merci beaucoup, Richard Schiven, en tout cas. Merci, Mounir Ben Slimane, d'avoir répondu à toutes nos questions. On va